Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 18 heures, vendredi 16 juillet. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Dans l'actualité ce soir, le ministre de la Santé était en déplacement en Haute-Savoie ce vendredi. Il est venu à Annecy pour y présenter la déclinaison territoriale du Ségur de la Santé. L'heure est toujours à la division, nous le verrons. Et puis nous irons du côté de Megève où la MB Race a fait son grand retour ce week-end. La grande course de VTT avait été annulée l'année dernière en raison de la pandémie. Emmanuel Jaude a suivi le départ pluvieux de cette 12e édition. Je vous le disais en titre, après une première journée en Savoie, le ministre de la Santé, Olivier Véran, était à Annecy ce vendredi. Il est allé à la rencontre des agents de l'ARS de Haute-Savoie ainsi que des élus et des directeurs d'hôpitaux. Il est venu notamment annoncer la reprise des dettes des hôpitaux d'Annecy et d'Annemasse. Et malgré ces bonnes nouvelles, plusieurs centaines de manifestants s'étaient rassemblés devant la préfecture pour protester contre le pass sanitaire. Sébastien Germain et Victoria Lopez étaient sur place. Reportage. Olivier Véran est un homme ponctuel. Il est pile 13 h ce vendredi quand le ministre des Solidarités et de la Santé arrive à l'antenne aux Savoyardes de l'Agence régionale de santé à Annecy. Après les bénévoles du Secours populaire ce matin, il a souhaité rencontrer les personnels de l'ARS qui sont sur le pont depuis maintenant 1 an et demi pour tenter de gérer cette crise inédite. Et le ministre en a profité pour annoncer la création de 118 postes au sein de la délégation départementale. Direction ensuite la préfecture de Haute-Savoie à quelques encablures pour présenter à un parterre d'élus et de personnel de santé les grandes lignes de la déclinaison territoriale du Ségur de la Santé. Je suis venu pour annoncer des bonnes nouvelles. C'est 75 millions quasiment de reprise de dettes pour les hôpitaux de ce département, ce qui va changer profondément la vie des soignants et des patients, va permettre de l'investissement, de l'innovation. Encore une fois, mon bonheur comme ministre de la Santé que de pouvoir reprendre de la dette de ces hôpitaux pour leur dire ça, maintenant c'est plus vous qui le payez, c'est nous, et vous allez pouvoir faire autre chose avec l'argent que vous ne remboursez plus aux banques. Vous allez pouvoir payer les soignants. Autre dossier évoqué et non des moindres, celui des difficultés de recrutement des personnels de santé, souvent attirés par les sirènes suisses. Évidemment, vous avez la Suisse qui paye beaucoup mieux ses soignants que n'importe quel pays au monde, même pas d'Europe ou de France, au monde. Donc ça veut dire qu'il y a un problème d'attractivité, entre guillemets, qu'il faut combler via des conventions avec la Suisse, il en existe. Et moi je ne souhaite pas que la France paye la formation d'infirmières qui, sitôt diplômées, partent en Suisse. Je vous dis ça, il y a un travail de fond à mener évidemment, mais on va y arriver. Mais preuve que la situation actuelle est source de division. Alors que le ministre s'adressait donc aux élus avec son flot de bonnes nouvelles à quelques mètres de là, une centaine de personnes étaient venues clamer son opposition à l'élargissement du pass sanitaire devant les grilles de la préfecture. Il y aura peut-être une mise à pied, peut-être que je finirai aux archives, ou peut-être que je vendrai des légumes, mais je continuerai avec mon âme de soignante et puis un jour, comme le disaient certains penseurs, la vérité ressortira et je réintégrerai mes fonctions de soignante. Je suis là, ici, pour la liberté de choix, pour retrouver le mot démocratie, pour retrouver ce qui fait que j'ai toujours aimé vivre dans ce pays, la liberté. Me priver de mon travail, écoutez, si j'ai plus de salaire, j'irai plus au restaurant, il n'y aura plus de vie, il n'y aura plus rien. Mais en aucune façon, on prendra ma vie. Alors que depuis lundi, on recense près de 4 millions de prises de rendez-vous pour une vaccination. Plus que jamais en France, deux mondes semblent désormais s'opposer. Certaines communes. Parlons à présent de la pollution lumineuse, cet excès de lumière artificielle émise par les centres-villes qui nous empêche de voir les étoiles. Son rayonnement est néfaste pour l'homme et l'environnement, il perturbe l'activité de la faune. Cet argument défendu par les écologistes a déjà convaincu certaines communes d'éteindre leur éclairage public la nuit. C'est le cas à Servan depuis 7 ans et le maire y voit bien d'autres avantages. Reportage. De minuit à 5 h du matin, cette commune est plongée dans l'obscurité totale. Nous sommes à Servan, dans le Chablais, et depuis 7 ans, la commune n'a subi aucune incivilité. On n'a pas eu de recrudescence de cambriolage, j'ai pas eu d'accident inhérent à l'extinction de l'éclairage public. Et les gens se sont habitués à partir de minuit à sortir avec une lampe torche ou maintenant avec les téléphones portables, la torche allumée pour pouvoir se promener dans le village ou faire sortir le chien. Pour se lancer, la commune a investi plus de 2 000 € dans l'installation d'horloges astronomiques. Depuis, la collectivité a réduit d'1 tiers sa facture d'électricité, soit près de 6 000 € d'économie. Aujourd'hui, le maire y voit surtout un moyen de renforcer la sécurité dans son village. Un des arguments qu'on avançait à l'époque sur la sécurité a été confirmé. Vous traversez aujourd'hui le village avec les phares allumés de la voiture, vous vous sentez beaucoup plus en sécurité que si vous cumulez éclairage public et plus phare, parce que votre attention est vraiment focalisée sur la chaussée et sur juste ses abords. Donc on est beaucoup plus concentré en tant que conducteur
quand on traverse une agglomération où l'extinction est réelle. Autre avantage, un sommeil de meilleure qualité. En effet, la lumière artificielle réduit la sécrétion de mélatonine, l'hormone du sommeil. D'après l'Institut national du sommeil et de la vigilance, près de 30% des Français seraient aujourd'hui exposés à la pollution lumineuse depuis leur chambre. Toujours dans le Chablais, les intempéries ont entraîné de nombreuses coulées de boue et des glissements de terrain sur le secteur. Des arbres se sont couchés sur la route et certains ruisseaux sont sortis de leur lit, comme vous pouvez le voir sur ces images. Le premier vice-président du département, Nicolas Rubin, et Lionel Tardy sont allés constater les dégâts à Maxilly-sur-Léman. Ils ont salué la réactivité des agents mobilisés sur le terrain pour remettre en état les routes. Prudence donc si vous approchez de la RD 228 vers le lac de Montrion. Les équipes nettoient encore la chaussée. Ce n'est pas la pluie qui les a empêchés de partir. Près de 40 équipes se sont élancées ce vendredi matin pour l'édition 2021 de la MB Race. La célèbre course de VTT dans le pays du Mont-Blanc remet donc le couvert et avec la manière. La première des 6 épreuves du week-end va emmener les compétiteurs sur plus de 240 km de route et de sentiers. Emmanuel Jaude a assisté au départ de Megève ce matin. Les muscles galbés, les casques ajustés, ça y est, les coureurs de la MB Race sont prêts à en découdre. Un an après l'annulation de l'édition 2020, la célèbre course de VTT reprend ses marques en Savoie-Mont-Blanc. Un moment attendu par de nombreux mordus d'aventure, car en ce premier jour d'épreuve, c'est la toute nouvelle déclinaison qui ouvre le bal. Un circuit de 240 km, de 11 000 mètres de dénivelé positif à réaliser en moins de 36 heures et nommé la MB Ultime. Une course logiquement réservée à un public averti. On est excité, on a peur, mais de toute façon maintenant on est là et puis on verra. Et on verra demain soir, avant 22h, si on y a réussi ou pas. L'entraînement, tous les gens qui sont là, ils l'ont l'entraînement. On a tous les bornes, cette habitude de course, on les connaît. Maintenant, ce qu'on ne connaît pas, c'est le degré de saleté du terrain qui va nous empêcher de progresser au mieux, quoi. Voilà. On appréhende un peu vu la météo, mais on est quand même optimiste, on espère qu'il y aura des petites éclaircies, quoi. Moi c'est la première, je viens tous les ans à la MB, j'ai fait la 140 plusieurs fois. Et là mon oncle m'a proposé un truc bête de venir faire la MB Ultime, j'ai dit oui. Mais lui il a l'habitude de faire des grandes courses, donc voilà. Un nouveau format de compétition qui a séduit 37 binômes prêts à en découdre pour cette première édition. Le pari est donc d'ores et déjà gagné pour l'organisation qui savait ne pas trop prendre de risques avec la mise en place d'un circuit aussi intense. Nous, c'est une demande de la part de compétiteurs qui avaient, épuré tout ce qui était possible aujourd'hui dans le domaine du VTT et notamment sur la MB avec des multiples finishers du 140 km et puis qui recherchent l'aventure. Ils ne cherchent pas à se battre contre le chrono, ils recherchent à se battre contre soi-même, contre les éléments. Et là, je pense qu'ils vont trouver réponse à leur demande. Une épreuve aussi physique que mentale et pour laquelle de nombreuses équipes ont donc signé et se sont préparées en conséquence. C'est vrai que l'entraînement, ça a commencé il y a bien longtemps parce que ça devait être l'année dernière normalement, donc ça fait bientôt 2 ans qu'on se prépare. Après, oui, une petite appréhension sur le circuit qu'on ne connaît pas bien. Parce que je l'ai fait 2 fois la MB Race, le 140, mais a priori c'est quand même différent, donc on connaît pas tous les terrains, etc. Et puis bien sûr les conditions météo, quoi. Voilà, ça donnera un autre challenge un peu plus difficile. Voilà, et puis sachant que c'est une course où on s'est toujours dit c'est 50% physique, 50% mental. Donc le physique on l'a, je pense, hein, au moins on a 49% du physique, mais on verra si le mental ici aujourd'hui. Et du mental il en faudra tout comme sur les 5 autres courses plus classiques qui s'étalonneront tout au long de ce week-end. Elle est la seule femme française à participer au marathon des Jeux Olympiques de Tokyo. Suzanne Kipsang-Jeptou est kenyane. Naturalisée française en 2019, elle s'entraîne depuis 2013 à Saint-Julien en Genevois. Agathe Bilstein est allée à sa rencontre à 10 jours de son départ pour le Japon. Suzanne a 34 ans. D'ici 3 semaines, elle participera à ses premiers Jeux Olympiques lors du marathon de Tokyo le 7 août. Sûrement le plus grand rendez-vous sportif de sa carrière, mais l'athlète a confiance en elle. Je vais montrer mon haut niveau. En plus, avec Cindy Julian, je voulais montrer que je suis bien forme et je suis contente pour tous, ils sont là pour moi.
Sa famille est derrière elle et son club aussi. À l'athlé Saint-Julien, tout le monde va suivre les performances de Suzanne de très près, même si la médaille d'or paraît un peu loin. Top 20, ça serait déjà énorme. Quand on sait le niveau actuellement sur marathon féminin, c'est très relevé. Mais Suzanne est prête, on lui fait confiance. Après, elle a la tenue de l'équipe de France, donc je pense qu'elle va faire une belle perf. Pour voir sa performance, il faudra encore attendre. D'ici là, pour aider Suzanne à financer sa préparation pour les JO, elle a lancé une cagnotte en ligne, d'autant que le voyage toute seule ne sera pas simple, les Jeux Olympiques se déroulant à huis clos. Toujours les familles ils sont là pour voir la télé ou au téléphone là, avant le départ. Mais pour moi, si ce n'est pas crise du sanitaire, je voulais Jarat aller avec moi. Parce que c'est Jarat qui m'a ramené loin. Et là, Jarat qu'il va rester aussi à la télé. Mais je n'ai pas le choix. Malgré tout, son impatience grandit de jour en jour. Et avant même d'avoir pris le départ du marathon, elle garde dans un coin de sa tête l'échéance de Paris 2024. Et pour participer à la cagnotte en ligne, rendez-vous sur le site sponsor.me. Direction Chambéry à présent. Jusqu'à la fin du mois, Malraux Scène Nationale organise toute une série de conférences, performances et spectacles en dehors de ses murs. Et depuis quelques jours, une drôle de roulotte sillonne les rues chambériennes. Elle appartient à la pianiste Jeanne Bleuze qui propose chaque soir des concerts à bord de sa roulotte. Fanette de Buisson l'a retrouvée entre deux étapes. Dans la cour du collège, une occupante atypique. Radieuse est la partenaire d'aventure de Jeanne Bleuze, pianiste claveciniste nomade. Toute la semaine, accompagnée de Thierry, elle a visité les quartiers de Chambéry avec sa roulotte de concert à la rencontre des habitants. Pour se lancer dans l'aventure, il ne faut pas tout savoir, sinon on ne le fait pas. Effectivement, c'est un peu fou, ça demande beaucoup d'organisation, ça valait le coup et ça se passe super bien. Moi, là, la première expérience justement à 2 jours à Chambéry-le-Haut nous avait vraiment prendre conscience et en tout cas nous a fait rendre compte que c'était un projet super parce que ce soit les enfants, les gens du quartier qui viennent pas forcément au concert, grâce à Radieuse, grâce au fait qu'on soit là vraiment à l'intérieur de la ville, tout d'un coup ça concerne tout le monde. Ça se passe bien, Radieuse c'est une jument assez calme. Alors c'est pas une citadine, hein. Moi je travaille dans les champs avec, je suis maraîcher et à Dulin et je cultive depuis 10 ans mes légumes avec. Donc là il y a des choses qu'elle découvre. Le regard, les gens ils sont, on peut dire modestement, peut-être un petit peu émerveillés. En tout cas, ça brille un peu dans les yeux des gens. Un projet imaginé depuis 4 ans qui prend corps aujourd'hui avec cette roulotte fabriquée sur mesure. Le départ c'est quand même effectivement de faire un concert. Après la réflexion c'est pour qui et comment. Moi j'avais envie effectivement d'ouvrir les horizons du concert classique avec cette roulotte pour faire venir d'autres gens et aller vers les gens. Mais il n'en reste pas moins que j'ai des instruments fragiles. Mais on a une super logistique. Mais c'est vrai qu'il faut bien sangler les instruments. Le clavecin voyage sur le lit. Le lit, on le déplie pour le concert. Et tout d'un coup, ça devient une salle de concert. Direction le Biolay, où Jeanne passera la nuit. En raison de la météo, le concert n'aura pas lieu en extérieur, mais dans la salle juste à côté. La rencontre avec les jeunes du quartier s'organise tout de même. La concertiste se nourrit de ces échanges. Une touche au blanche. Ouais. Et là, toi tu tapotes. Ou sinon... mais à l'intérieur, qu'est-ce qui fait que ça marche ? Le pari est gagné déjà pour les quelques rencontres qu'on a eues absolument fabuleuses, pour des gens qu'on soit jamais écouté de concert, soit pour le partage quand le matin on se réveillait et qu'on faisait le café dans le parc. Et bien ça n'arrive pas autrement, évidemment. Sinon, c'est les salles de concert, c'est l'hôtel et puis on n'a pas le temps de rencontrer les gens qu'on voit. Et puis donc c'est un nouveau public et puis c'est une autre façon de vivre. Dès le lendemain, la vagabonde reprendra la route. La semaine prochaine, Radieuse, Jeanne et leurs compagnons de route prendront le large pour les routes du lac d'Aiguebelette avec une série de 5 concerts gratuits. Ce soir, en raison des conditions météo, le concert prévu Tour de Mérande aura lieu au centre social des Moulins à 20h, demain au Charmettes à 21h. L'entrée est libre. L'actualité du jour, c'est aussi le nouveau départ pour les petites cantines d'Annecy. Ce restaurant solidaire, accessible à tous, a ouvert ses portes le 22 septembre dernier. Une expérience de courte durée puisque 1 mois plus tard, elle a été contrainte de fermer à cause du confinement. Quelques jours après sa réouverture, Maureen Alibert s'est invitée autour des fourneaux. Reportage.
Ce jour-là au menu, c'est lasagne de légumes et crumble aux noisettes. Pour assurer le service de midi, ces cuisinières bénévoles s'affairent depuis plusieurs heures. Un véritable plaisir retrouvé après plusieurs mois de fermeture. Ce qui nous a manqué, c'est de se retrouver déjà, l'échange, le partage, la joie d'être ensemble. Ici, tout est pensé pour se sentir comme à la maison. Le principe, réunir des gens autour d'une alimentation saine et durable où tout le monde est libre de venir manger ou cuisiner. Cette cuisine de quartier est orchestrée par Karine. Seule salariée de l'association, c'est elle qui veille à son bon fonctionnement. Et on fait comme à la maison, c'est-à-dire que je suis à table, il y a plus d'eau sur la table, et bien je vais me lever pour aller remplir ma carafe d'eau. Que je sois Karine, la maîtresse de maison, ou le cuisinier du matin, ou un simple convive qui est venu juste manger. On va aller chercher du pain et à la fin du repas, chacun met la main à la pâte pour laver, débarrasser, faire la vaisselle, passer un coup de balai. Pour payer son repas, chaque personne participe en donnant le montant de son choix selon ses envies et ses moyens. Un concept qui fait l'unanimité parmi les convives, à table comme en livraison. Pour les personnes du quartier qui sont seules, qui sont un peu isolées ou les personnes âgées, ça permet de maintenir du lien. Donc je trouve ça super, puis l'ambiance c'est bien. Le concept d'entraide, la nourriture locale et saine. Née à Lyon en 2015, les petites cantines sont présentes dans plusieurs villes en France, comme Metz, Lille ou Strasbourg, et pourraient bien être une vingtaine dans l'Hexagone d'ici à 2022. Une dernière info avant de se quitter. Si vous soutenez l'action des Prides, sachez que la marche des fiertés aura lieu ce samedi à Annecy. Le départ est prévu à 14 h depuis le Paquier. Près de 1500 personnes sont attendues parmi les communautés LGBTQ+, et leur soutien. La première édition en juillet 2019 avait réuni plus de 800 personnes. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À suivre la météo de Thierry Paulme. Lundi, vous retrouverez Sébastien Germain pour le journal à 18 h. Quant à moi, je vous dis à très vite sur 8 Mont Blanc. Très belle soirée. C'est un calvaire, mais temporaire. De toute manière, je sais que je peux être fière. Il n'y a plus de galère. Je suis un expert. Les gestes barrières, je gère. Je suis en primaire. Dès le matin, je croise un copain. Je prête un bouquin. Au ski alpin, y a pas besoin. Quand je vais au coin, quand je suis gardien, au magasin, c'est le même refrain. Même dans mon bain, je me lave les mains. Pas de baratin, y a des témoins. Je fais avec soin dans chaque coin. C'est enfantin. Je voulais être médecin, mais sans bactérien. Qu'est-ce que ça manque, Kiki?